Mesdames et messieurs, bienvenue au CUM. Nous avons le privilège et l'honneur aujourd'hui de recevoir Dominique Fernandez de l'Académie française qui va s'entretenir avec Monsieur Patrice Zère, que vous connaissez, qui est journaliste et qui anime les rencontres les plus prestigieuses du CUM. Je vous souhaite une très belle conférence au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Monsieur Fernandez, bonjour et bienvenue au nom de tout le monde. Nous allons donc parler de votre dernier livre qui s'intitule « On a sauvé le monde ». Et on va l'aborder sur, si vous voulez bien, avec des questions, sur les différentes lectures qu'on peut en faire. Il y a une romance, une histoire d'amour, il y a une histoire d'espionnage, il y a un fond artistique très important, des réflexions sur l'art et le public, dans des régimes également très différents, même totalitaires, même si totalitaires tous les deux. Et il y a aussi des tas de réflexions annexes. Alors, on va commencer par dresser le portrait de la rencontre entre les deux héros, et on va parler peut-être du cadre artistique. Hein. C'est l'art qui est quand même le moteur du livre. Bon, d'abord, l'année, hein, c'est important. Ça se passe en 1932, à peu près, quoi. C'est important parce que comme il y a une partie en Italie et une partie en Russie, c'était des pays où il y avait déjà la dictature, mais ce n'est pas encore le totalitarisme. En Italie, Mussolini était encore l'allié des démocraties. Hein. Churchill disait que c'était le plus grand homme d'État, c'était le barrage contre le communisme. Et Mussolini veut rechercher l'alliance franco-britannique. Et en Russie, c'était Staline, mais c'était avant les purges, c'était encore un régime, il y avait quand même un petit espace de liberté. En tout cas, on ne savait pas. On ignorait en Europe l'existence des camps et tout ça. Donc je n'aurais pas pu faire ce roman 4 ans plus tard, parce que dans les régimes totalitaires, ça aurait été tout à fait autre chose, je veux dire, des régimes très durs. Alors ça, c'est une chose importante. Bon, alors... En ce qui concerne donc le héros, il fait des études sur un grand peintre qui est Poussin. Le héros est on ne sait pas de quelle nationalité il est, parce qu'il dit qu'il déteste son pays. Il est peut-être français, il peut être anglais, il peut être belge, il est sans doute français, mais enfin bon. Et il fait des études sur Poussin à l'Institut d'art, l'Istituto d'Arte, j'ai un peu inventé, je crois, parce que il a une bourse pour faire des études sur Poussin. Il n'y a pas de Poussin a vécu toute sa vie à Rome, mais il n'y a pas de tableau de Poussin, il y en a un seul. Mais enfin, c'est quand même le lieu, il est mort là, il est enterré là, et voilà. D'ailleurs, dans votre livre, il y a des reproductions d'un certain nombre d'œuvres de Poussin. Oui, elles ne sont pas très bonnes, hein, c'est vraiment des petites reproductions pour la mémoire, pour vous inviter à aller voir les tableaux au Louvre ou ailleurs. Alors ce garçon, cet étudiant, il est entouré de deux jeunes filles au début, 2 jeunes femmes, et ensuite il va faire la rencontre de celui qui sera marquant dans sa vie, qui est Igor. Il y a une espèce de tromperie amoureuse un peu au départ. Oui. Alors, jeu de miroir. La première jeune fille, je ne sais pas qu'il soit tellement amoureux, mais c'est que à Rome, à cette époque, et encore aujourd'hui, il faut avoir la fiancée. Hein, c'est partie des codes sociaux. Un jeune homme doit avoir la fiancée. Très souvent, c'est purement une devanture. Et ça se conclut rarement par un mariage, et même pas par une liaison. C'est la fiancée, c'est une espèce de paravent comme ça social, de garantie. Et alors, il tombe, si je puis dire, sur une aristocrate très, très coincée, très figée, comme j'en ai connu. Tout ça, c'est né de mon expérience. J'ai beaucoup vécu à Rome, et donc c'est né de mon expérience. J'ai été étudiant, et je me rappelle, les garçons avaient toujours une fiancée. Et donc celle-là, Julia, celle de mon héros, est particulièrement corsetée. Et il y en a une autre qui arrive et qui n'est pas corsetée. C'est le contraire. L'autre est une Polonaise, très, très délurée au contraire. Puis on va découvrir qu'elle est autre chose qu'elle a un rôle politique. Un rôle politique. Et arrive alors le deuxième personnage le plus important, qui va être le compagnon du premier héros dont on a parlé, et qui lui a aussi un rôle très politique, même si au départ il est camouflé, puisqu'il est d'origine russe blanc, oui. Et qu'en réalité il travaille pour... L'autre, c'est un garçon qui s'appelle Igor, qui est fils de Russes blancs émigrés au moment de la Révolution à Rome. Vous savez, il y a eu une immigration, surtout en France, mais il y en a eu
pas mal sont arrêtés à Rome. Et c'est un prince qui est donc fauchés, il faut dire, comme tous ces Russes émigrés. Une fois qu'ils ont vendu leurs bijoux, ils étaient fauchés, donc ils travaillent, il a un petit boulot. Et eux, j'en ai fait un personnage très sympathique, j'en ai connu aussi des Russes blancs comme ça à Paris, des princes déchus, si on peut dire, mais avec une force d'âme inouïe, ne condamnant pas la Révolution, disant il fallait que ça arrive, il y avait une discrimination sociale, économique trop forte entre les misérables et puis les quelques très riches. Et alors le fils, lui, n'est pas du tout... le fils, on découvre peu à peu qu'il est communiste. Il croit, comme tout le monde croyait à l'époque, que la Russie vivait une expérience très intéressante. Vous savez que toute l'intelligentsia française et anglaise était pro-russe à l'époque. Hein. On ne savait pas encore une fois, on ne savait pas en 1932 les goulags qui existaient, mais on ne le savait pas. Et l'idée de changer le monde par une profonde réforme, d'installer une justice sociale, a séduit tout le monde, hein, depuis Romain Rolland jusqu'à Malraux, Aragon, même les gens qui n'étaient pas communistes, hein, ils étaient tous compagnons de route parce que c'était une espèce de nouveau monde qui surgissait. Alors, on a changé le monde, bien sûr, ça peut se prendre dans ce sens de deux garçons qui sont engagés dans les idéologies de l'époque. Oui. Mais on a changé le monde, c'est aussi la trame un peu roman d'espionnage. Il y a une trame dans l'histoire même, roman d'espionnage dans votre livre. Oui, parce que Igor, donc, on va apprendre peu à peu, au fond, c'est un agent du KGB. Enfin, à l'époque, ça s'appelait... GPU. C'est GPU à l'époque, oui. Puis ça a changé plusieurs fois de nom. Sans garantie du gouvernement. KVD, vous croyez? KVD, oui. NKVD, oui. Donc il a été infiltré, comme il est russe, qui parle russe, il a été infiltré, on le découvre peu à peu, et alors il persuade son ami français, là. Alors j'ai oublié de dire que Igor, lui, travaille sur Simon Vouet, hein, un autre grand peintre français, qui a précédé un peu Poussin, et qui lui aussi a travaillé à Rome. Après, il est venu à Paris, mais il a travaillé pas mal à Rome. Il y a des merveilleux Vouet dans une église de Rome. Et alors Igor va persuader son ami de voler des plans d'un avion révolutionnaire et pour les transporter, ces plans, à en Union Moscou. soviétique. Oui. C'est donc un espionnage, quoi. Alors, est-ce que ça, c'est tout à fait inventé? Alors, je vais vous dire la chose, c'est que je me suis inspiré d'une histoire vraie, mais qui n'a aucun rapport avec le roman. Enfin, le roman n'a pas de rapport avec l'histoire vraie. Mais, vous savez, il y avait un grand critique d'art anglais qui s'appelait Anthony Blunt, un immense critique, hein, comme, je sais pas, je dirais Chastel en France, vous voyez, des gens comme ça. Et cet Anglais dirigeait l'Institut Courtauld, qui est un grand musée anglais. C'était le grand spécialiste de Poussin. C'est lui qui a fait le premier catalogue des œuvres de Poussin, qui a organisé la première grande exposition à Paris avant-guerre, et qui était devenu conseiller de la reine, notre chère Élisabeth, pour acheter ses tableaux et conserver les tableaux de Windsor. Enfin, il avait un poste, il était sœur. Il avait été ennobli, enfin sœur Anthony Blunt, et en 80 à peu près, Mme Thatcher l'a outé, si je puis dire, excusez-moi ce mot, à la Chambre des communes en disant « cet homme est un espion soviétique ». Et c'était vrai. C'est-à-dire que toute ça, il avait une double vie, il avait une vie officielle de conseiller de la reine, et puis il passait des renseignements pas extraordinaires, enfin il travaillait pour le NKVD, là. Et alors c'est un scandale en Angleterre extraordinaire. La reine, c'est une offense, un outrage, une lèse-majesté. Il a été dégradé, il a perdu tous ses postes, et il a fini dans la misère, et tout le monde lui a tourné le dos. Enfin, c'était vraiment un scandale épouvantable. Alors, ça, cette histoire est fascinante quand même. Puis je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il avait été espion. Lui qui était un ancien élève d'Oxford, enfin, vous voyez, le gratin anglais. Et ça m'a fasciné, cette histoire, qu'un homme qui a une telle distorsion dans un homme qui soit à la fois spécialiste de Poussin, dans les hautes sphères de l'Angleterre, et puis en même temps
en douce espion pour un pays anti-capitaliste, anti-royal, etc. Donc ça, c'est l'idée. Alors, j'ai bâti mon roman, mais ce qui n'a rien à voir avec ça, une fois de plus, ça, c'est pas du tout. Bien sûr, c'est rien. Mais cette idée qu'on peut être à la fois grand amateur d'art, donc chose éthérée, intemporelle, Poussin, c'est vraiment la peintre du XVIIe, et puis en même temps engagé politiquement dans des activités clandestines. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a sauvé le monde parce qu'ils ramènent ces plans et qu'ils vont aider les Alliés. Il ne faut pas le dire, oui. Qui vont aider les Alliés. On reprend le titre au dernier chapitre, donc il faut lire jusqu'au bout. Oui, justement. On va revenir un peu sur d'autres sujets, d'autres fonds de votre roman. L'Italie et l'Union soviétique. C'est deux pays que vous aimez, l'Italie et la Russie, deux pays qui vous ont séduit, deux pays de culture, mais très différentes, très différentes. Mais vous appréciez autant l'âme slave que l'âme latine. Alors d'abord, je ne dirais pas qu'il y a une âme latine, justement. Il y a une âme slave, ça c'est vrai, c'est un cliché, l'âme russe, mais c'est vrai. Moi, je vais en Russie tous les ans depuis plus de 20 ans, et il y a quelque chose qui passe en Russie, à travers les tragédies, les réussites, les échecs. On ne dira pas l'âme italienne, on dira le goût, l'esprit, on ne dira pas l'âme française non plus. On dit ça que pour les Russes, parce que chez les Slaves, il n'y a qu'à lire les romans de Dostoïevski ou Tolstoï, ou voir les films. Eh bien, il y a quelque chose qui passe, une espèce de souffle qui passe, et c'est ça. C'est indéfinissable, mais ça existe. Alors moi, j'aime beaucoup ces deux pays. J'ai commencé par l'Italie, bien sûr. J'ai eu un coup de cœur, j'ai fait toute ma vie là-bas, ma carrière même de professeur, j'ai appris l'italien, etc. Mais mon premier amour, en fait, l'Italie, j'ai découverte à 20 ans, physiquement, comme ça. Mais mon premier amour a été la Russie, parce qu'à 15 ans, j'avais lu Guerre et paix en 3 jours et 3 nuits, je me rappelle, et 2000 pages. Et les enfants lisaient à cette époque. Enfin, il y a peut-être encore aujourd'hui, mais... Et j'étais séduit, pour moi, c'est le plus grand roman du monde, ça reste. Et depuis, la culture russe m'a fasciné, parce qu'il y a le roman, il y a la poésie, il y a la danse, il y a l'opéra, il y a le cinéma, il y a le théâtre, enfin, toutes ces œuvres énormes d'ailleurs. Les ballets aussi. Les ballets, ben oui. Et alors, tout est plus grand qu'ailleurs. Les romans en 2000 pages, les symphonies durent 1h30, les ballets de 3 heures, enfin, tout est gigantesque et inspiré. Il y a vraiment quelque chose, c'est à l'échelle de ce pays qui est le quart du monde, le quart du monde en étendue, en superficie. Donc, mais je ne suis pas allé en Russie sous le communisme parce qu'on ne pouvait pas y aller librement. Il fallait être encadré. C'était pas sympathique. Donc, j'ai commencé à y aller seulement dans les années après la 90. Les années Helsinki. Oui, c'est ça. Oui, c'est Helsinki. Oui, c'était Helsinki. Et j'y vais depuis tous les ans, au moins une fois par an, parce que c'est un pays dont j'ai besoin physiquement aussi, comme l'Italie. Et alors, j'en profite pour dire, parce que c'est un pays qui est calomnié, contrairement à l'Italie. Les médias vous désinforment totalement. On vous parle que de la corruption, de la mafia, chose qui existe même en France aussi. C'est pas, chaque pays a ses plaies. On ne parle jamais de ce qui est magnifique en Russie, c'est la culture. La place de la culture dans la société qui est beaucoup plus élevée qu'en France ou dans les pays occidentaux. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, la vie est quand même assez difficile là-bas encore, et j'ai vu des gens faire 1h30 le soir de métro, un métro bondé pour aller écouter un concerto de Rachmaninoff. Ils vont à l'opéra. Et là-bas, comme la seule chose à mettre au crédit des soviets, c'était la politique culturelle. Les prix étaient très bas. Une place d'opéra, ça ne coûte pas plus cher qu'une place de cinéma. Donc les gens vont à l'opéra, au théâtre, au concert, non pas pour se montrer, comme à Paris, quand la place coûte 200 €, vous en êtes à 2, ça fait 400. Et la moitié du public, c'est des gens qui veulent montrer qu'ils vont à l'opéra et qui n'aiment pas tellement que ça la musique. Voilà. Là-bas, c'est que des mélomanes. D'ailleurs, ils sont tous mélomanes. C'est le pays le plus mélomane du monde. C'est extraordinaire. Vous savez, ils connaissent tous tous leurs grands classiques, depuis Moussorgsky jusqu'à Shostakovich. Ils connaissent leurs poètes par cœur. Vous récitez Pouchkine par cœur. Et des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas des gens simples. Je ne vois pas un Français rester en Racine ou
Non, franchement... Il doit y en avoir, mais bon... Non, un vers, ils savent. Mais là, Eugène Onegin, c'est un texte qui est vivant pour eux. Il y a l'opéra de Tchaïkovski, mais il y a d'abord le poème de Pouchkine, et ils le savent par cœur, ils le récitent. Je pourrais vous raconter après, si vous voulez, des anecdotes qui prouvent. C'est extraordinaire. Donc c'est un pays... Moi, quand je reviens en France, j'ai un moment de déprime quand je vois le rôle qu'a la consommation, les week-ends, la voiture, la bouffe, tout ça. On est quand même dans la matière ici. Eux, ils sont beaucoup plus dans l'esprit. C'est pour ça que je dis qu'il y a une âme russe, vous voyez. Ils sont avant la consommation. Ils mangent parce qu'il faut manger, mais ils sont pas... Et dans les supérettes russes, il y a une marque pour un produit. On trouve tout maintenant, mais il n'y a pas cette surabondance qu'il y a ici. Mais les amis russes sont très choqués quand ils viennent ici parce que, en plus, ils apprennent que 30% de la nourriture est jetée tous les jours. 30% de ce que nous achetons est jeté parce qu'on achète trop. Et on pourrait nourrir tout le continent africain avec. Alors, quand vous venez en Russie, vous réfléchissez à tout ça et vous trouvez qu'il y a des choses très belles en Russie. Vous avez parlé de l'âme slave et de la culture vivante. En Italie aussi, il y a plein de gens qui connaissent l'opéra encore. Non. Et l'Italie, c'est un peu catastrophique. Moi qui aime tant ce pays, aujourd'hui, c'est presque un désert culturel. Depuis les années Berlusconi, les crédits ont été coupés. Donc c'est l'opéra, il faut des crédits, parce que c'est un genre à perte, forcément. Il y a très peu de cinéma. À Florence, il en reste 2. Il y a très peu de théâtre. Il n'y a plus de filles. Moi, j'y vais tout le temps, mais le soir, il n'y a absolument rien à faire. Et c'est dommage. Et l'opéra, c'est en perte. À Naples, il y avait le plus bel opéra du monde, le San Carlo. Moi, quand j'ai vécu à Naples, il y avait une première tous les 3 semaines, avec les plus grands chanteurs. Maintenant, il y a 4 opéras par an, médiocres. Alors, il y a un violoniste en temps qui vient jouer dans cette immense salle. C'est un peu ridicule. J'ai vu une dame harpiste une fois, toute seule. Là. Vous voyez, l'opéra, c'est pas fait pour la harpe. Non, c'est long. Il faut une petite salle intime. D'ailleurs, c'était vide. Mais selon vous, c'est dû à quoi? Parce que finalement, on dit toujours que l'Italie, c'est une démocratie, que l'art s'épanouit plus facilement que dans un régime, quoi qu'on en pense, qui est quand même plus autoritaire. C'est dû à quoi, alors? La société de consommation, c'est ça? Non, mais Berlusconi, il a été au pouvoir, je ne sais pas combien de temps, 15 20 ans. Oui. Il détestait la culture et il a supprimé les crédits. En plus, il possède toutes les salles de cinéma, donc il ne projette que des trucs américains à succès assuré. Et toute cette richesse du cinéma qu'il y a eu, les années Fellini, Visconti, tout ça, peut-être qu'il n'y a plus de créateurs, ça peut arriver, il y a des cycles aussi, mais enfin, il n'y a plus rien. Il y a très peu d'écrivains non plus de valeur aujourd'hui. En lisant votre ouvrage, M. Fernandez, je pensais à la journée particulière d'Ettore Scola en pensant que c'était le contre-exemple. Dans la journée particulière, c'est l'histoire qui tourne autour d'un couple hétérosexuel, mais peu importe. Et ce couple ne comprend rien à l'histoire. Dans votre livre, au contraire, c'est un couple également, mais qui, lui, agit dans l'histoire. Oui, mais dans le film de Scola, c'est pendant le fascisme. Il n'y a pas de recul, donc il ne peut pas comprendre. Maintenant, on comprend mieux, quoi. Oui. Mais il décrit un couple qui... Il y a les manifestations dans les rues, il y a les foules... Comme les gens, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de révolution, il y a des gens qui s'en aperçoivent pas. Si on n'est pas dans le coup, on n'est pas... Alors, pour revenir à l'intrigue et à votre livre, quelle différence vous faites entre ces 2 régimes autoritaires à l'époque? Vous avez dit qu'un peu plus tard, vous n'auriez pas pu en parler, par rapport à l'art et le peuple, dans l'Italie des premières années de Mussolini et dans l'Italie et dans l'Union soviétique. Alors, les 2 régimes ont favorisé l'art de propagande, c'est normal. C'est-à-dire, et ça c'est très intéressant, je trouve, c'est une nouvelle forme d'art qui est essentiellement l'affiche. Il y a des affiches en Italie, mais qui sont un peu grossières. En Russie, c'est beaucoup plus fin parce que les Italiens ne croyaient pas au fascisme, c'était imposé. Tandis que les Russes croyaient aussi, il y avait un espoir messianique que la Russie allait changer. C'était tragiquement démenti, mais à l'époque, on y croyait. Et alors, les plus grands artistes,
Kandinsky, Rodchenko, les plus grands peintres, ont fait des affiches, certaines qui sont figuratives. Par exemple, on voit un tracteur la nuit avec un phare et ça dit on travaille même la nuit, vous voyez. Et d'autres sont abstraites, qui sont extraordinaires. C'est de l'art abstrait, mais qui est très parlant. Parce que l'affiche, l'obligation pour une affiche, c'est que tout le monde, même les illettrés, doivent comprendre le message. Hein. C'est pas une chose, c'est pas comme un livre. Et il y a des affiches où, au moment de la guerre civile, il y a un triangle rouge qui s'enfonce dans une boule blanche. Les boules blanches, c'est l'armée blanche, contre-révolutionnaire, et c'est les partisans, la flèche rouge. Et on comprend tout, c'est très très beau ça. Donc il favorise les deux régimes, un art nouveau d'affiche. Mussolini fait des grandes constructions, certaines assez belles d'ailleurs. Hein. L'art fasciste peut être très beau. Par exemple, les Wehr, qui justement de ces années-là, c'est ce quartier en périphérie de Rome, vous savez, au sud de Rome, ces grands immeubles blancs avec des arcades un peu comme les tableaux de De Chirico. Ça, c'est beau. Et puis, mais en Italie, ils sont moins engagés qu'en Russie, je dirais. C'est plus la façade, c'est plus imposé par le pouvoir. C'est plus. Et puis il y a les parades, Mussolini, vous savez, qui défilent avec les. Et puis, il y a beaucoup d'affiches, d'ailleurs, par rapport à l'armée, hein, dans l'Italie. Beaucoup d'ostentation, puis les exploits. Le Duce, on le voit conduisant un avion, allant à bicyclette, fauchant les blés, faisant du ski, faisant des choses. C'est un peu, ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, je crois que les Italiens riaient déjà, hein, parce que les Italiens sont très sceptiques, c'est un peuple sceptique qui ne croit pas à grand-chose, et ça les faisait rire. Ils obéissaient parce qu'il fallait bien, mais ils n'y croyaient pas. Il n'y avait pas cet élan populaire. C'est-à-dire qu'en Russie, ils y ont cru. Ils y ont cru jusqu'au moment où tout s'est dévoilé. Et puis, il faut dire que les deux pays n'étaient pas du tout au même niveau économique. Hein. L'Italie est un pays relativement pas riche parce qu'il y avait tout le Sud, mais enfin quand même une démocratie normale. Et puis pas la même dimension, des problèmes pas la même dimension. Quand même, il y avait une immense population d'illettrés, d'analphabètes, qui n'avaient jamais accès ni aux livres, ni au spectacle, ni à rien. Et tout d'un coup, on leur a donné la possibilité pas de s'enrichir, c'est trop, mais enfin de sortir de la misère et de se meubler l'esprit. Donc il y avait vraiment un élan, et ça, je crois qu'on le sent comme les livres de l'époque, hein, les films aussi. Il y avait un élan, une adhésion du peuple à ce que demandait le pouvoir. Alors, cela étant, pour revenir sur cette adhésion du peuple, qu'on voit un film comme Alexandre Nevsky, pour prendre un film très connu qui est une merveille, bon, c'est un film fait par Staline, mais c'est un film qui aurait très bien pu être fait aussi par un régime fasciste, parce que ça évoque la terre, la puissance de la terre, avec un message, si vous venez chez nous, vous serez punis. C'est un film patriotique. Mais alors, le cinéma fasciste n'a rien donné du tout. C'était au contraire très mondain, c'était des comtesses avec des téléphones blancs, c'était un univers complètement factice, c'est pas du tout un cinéma engagé. Tandis que les Russes soviétiques, depuis Eisenstein, hein, puis le cuirassier Potemkin, c'était un cinéma engagé. Mais les gens y croyaient, c'était pas plaqué. Alors ces deux régimes ont des rapports bien sûr définis avec la sexualité. Et il y a un livre très intéressant qui vient de sortir à ce propos, qui s'appelle Le corps du Duce. Et on voit donc des photos de Mussolini torse nu, en train de faire le gros bras, etc. Et qui montre à quel point la virilité du Duce a été mise en avant par la propagande au niveau de son physique. Et je pense qu'effectivement, vos deux héros se trouvent dans un régime où l'homosexualité est condamnée. En Italie, c'était officiellement condamné, bien que très répandu, comme tous les pays méditerranéens, mais enfin condamné. Et justement, le film de Scola le montre très bien. La journée particulière, parce que le héros est un homosexuel et qui est marginalisé en dehors de la société. Et il se cache, enfin, il est... Alors, en Russie, ce qui est très curieux, ce qu'on ne sait pas, c'est que la Russie, avant la Révolution, l'homosexualité était condamnée 5 ans. C'est l'exil en Sibérie. L'exil en Sibérie, c'est la mort civile à l'époque. Hein.
Sibérie, moi j'y suis allé, c'est à 10 000 km de Moscou, à moins 50 degrés. Et à cette époque, il n'y avait pas de messages, pas de trucs, donc on était comme morts. Et la victime de cette loi, c'est Tchaïkovski, hein, qui n'a pas été envoyé en Sibérie, mais on l'a demandé de se tuer pour étouffer un scandale de mœurs, et il l'a fait. Et donc c'était terrible. Hein. Mais alors, en 19, vous savez qu'il y a, et ça on ne sait pas encore, on ne sait pas assez, dans tous les domaines, il y a une explosion de liberté en Russie, dans l'URSS. Dans le domaine littéraire, hein, c'était l'époque d'Akhmatova, de Mayakovsky, de Pasternak, de Mandelstam. Dans le cinéma, c'était Eisenstein. Et dans la sexualité, la sexualité a été déclarée libre pour tout le monde. C'est-à-dire, les homosexuels étaient libres, on a dépénalisé complètement, et les hétérosexuels pouvaient se marier en 5 minutes, divorcer en 5 minutes. Il y avait une liberté des mœurs extraordinaire. Ça a duré à peu près 15 ans. Jusque dans les années 35, 32, 33. Oui, enfin, ouais. Et j'ai vu l'encyclopédie soviétique, à l'article homosexualité, c'était révolutionnaire à l'époque, hein, parce qu'en France, c'est pas comme ça. Il disait l'homosexualité est une modalité de la nature, pourvu que ça ne nuise à personne, ça ne dérange personne, chacun est libre, c'est la vie privée, et pourvu qu'il n'y ait pas de violence, pas de. Donc c'était. Et mes deux amis, là, Igor et son ami, ils vont en Russie parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir aussi vivre. Que ça sera mieux qu'en Italie, qu'ils vivraient plus librement qu'en Italie. Du monde. En Italie, vous n'avez pas précisé, les homosexuels étaient pourchassés ou simplement ils étaient mal vus? Ils étaient mal vus. Vous savez, l'Europe a été divisée par Napoléon en deux, sur ce point de vue-là. Ça, on ne sait pas, mais Napoléon a promu le Code Napoléon en 1804, qui a été rédigé par Cambacérès. Cambacérès était lui-même homosexuel, vous savez, c'est le grand chancelier de l'Empire. Et donc, il a dépénalisé l'homosexualité. Parce qu'avant, on vous brûlait, tout simplement. Hein, sous Louis XV, encore, le dernier a été brûlé. Donc, tous les pays qui ont été soumis au Code Napoléon, l'homosexualité a été dépénalisée. C'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. Alors que l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, les lois sont restées féroces. N'oubliez pas qu'on c'est inouï de penser qu'en Angleterre, jusqu'en 1967, la loi qui avait condamné Wilde était toujours en vigueur. Et en Allemagne, jusqu'en 1968, je crois, il y avait le fameux article 175 qui vous mettait en prison. C'était le code pénal. Et en Russie, c'est Yeltsin qui l'a. Enfin, non, c'était d'abord, j'en parlerai après d'Yeltsin. Ça a été donc en 17, donc c'était vraiment l'avant-garde. Alors en Italie, c'était pas pénalement coupable, mais on était très mal vus. On était rejetés, on était ostracisés, on était. Et puis pourtant, le Duce voulait l'héritier de César, qui était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Oui, mais ça, il ne le disait pas. C'était caché. Non, mais. Oui, vous avez dit donc qu'ils étaient mal vus, mais pas criminalisés. Oui, ils n'étaient pas criminalisés, mais on pouvait perdre son emploi, son logement, comme en France, il y a encore 40 ans. Hein. Il y avait, le prétexte, on trouvait un prétexte, on disait. C'était très, très fréquent, ça. En Russie, donc, c'était la liberté. Et donc, les deux héros se disent... Voilà. Seulement, malheureusement, ils arrivent en Russie, donc en 1932, et ils découvrent, alors, autre chose, c'est la bureaucratie soviétique. Et ça, je l'ai connue, moi, encore. Elle existe encore en province. Vous arrivez à l'hôtel, tout est organisé, vous vous présentez à une dame derrière un guichet, avec une longue queue, évidemment, qui vous donne un carton. Après ce carton, vous montez à l'étage, et là, il y a un grand couloir, avec au milieu trône, comme ça, une babouchka, qui est un peu en avant du couloir, qui fait qu'elle peut surveiller tout, vous voyez, tout. Et cette dame, qui est généralement abondante, est assise toute la journée, la pauvre. En échange, vous remettez votre carton, elle vous donne la clé de votre chambre, avec défense de faire entrer quiconque. Donc ces deux pauvres garçons ont chacun une chambre, mais ils ne peuvent même pas se rendre visite.
Parce que jour et nuit, il y a la surveillance. Elle se relaie toutes les 8 heures. Et quand vous sortez de la chambre, vous lui remettez la clé, elle vous donne le carton, et vous sortez de l'hôtel. Et si vous ne présentez pas le carton en rentrant à l'hôtel, vous ne pouvez pas rentrer dans l'hôtel. Vous devez dormir dehors. Et ça, j'ai connu ça. Et ces babouchkas étaient terribles, hein, féroces absolument. Il n'y avait absolument pas moyen de les attendrir. Et donc, ces pauvres garçons qui croyaient vivre leur amour librement sont gros gens comme devant parce que c'est la bureaucratie soviétique qui commence à s'effacer dans les grandes villes, dans les capitales, mais en province, où je vais souvent aussi, ça reste exactement pareil. Hein, donc ils sont déçus. Ils sont déçus. Oui. Puis après, il y a des déceptions politiques, mais enfin, ils sont d'abord déçus que cette liberté qu'on leur a fait miroiter, il y a d'autres forces contraires qui l'empêchent. Alors, il y a, dans votre ouvrage, on a dit qu'il y avait plusieurs lectures, il y a un autre débat qui est très intéressant, c'est celui entre les deux héros, d'ailleurs entre l'art classique, on retrouve Poussin, et puis un art plus engagé, plus moderne, plus militant. Oui, parce que c'est une question que je me pose moi aussi. Poussin, moi j'adore Poussin, je trouve que c'est le plus grand peintre français, mais c'est un peintre difficile parce que tous ces tableaux, c'est des sujets mythologiques ou bibliques. Donc il faut avoir une culture de la mythologie ancienne ou de la Bible pour comprendre. Il y a un merveilleux tableau, c'est la rencontre de Rebecca et d'Éliézer. Éliézer est chargé de trouver une épouse pour son maître, et donc si vous ne savez pas tout ça, le tableau est très beau. Vous voyez un jeune homme et une jeune femme, mais si vous voulez vraiment le comprendre, il faut avoir cette culture qu'on n'a plus aujourd'hui. Ou bien Salomon qui rend la justice, ou bien Coriolan, etc. Salomon, ça va encore, mais oui, parce que la justice. De Coriolan et mais beaucoup d'autres qui sont tableaux magnifiques. Et puis il y a toutes les enfances d'Oedipe, de Bacchus. C'est vrai qu'il faut avoir une culture classique. Il faut avoir une culture classique. Alors aujourd'hui, on a de moins en même déjà en 32, on en avait moins, et aujourd'hui plus du tout. Alors, les salles de Poussin sont vides toujours au Louvre. Hein. Les gens ne. Alors c'est vraiment un peintre admirable. Donc, mais c'est une question, est-ce que l'art classique, ce que nous appelons l'art classique, qui repose sur une culture solide, est-ce qu'il peut, quelle place a-t-il dans une société où il n'y a plus cette culture? Alors où ce genre d'art qui repose sur une connaissance approfondie des grands textes, qu'on ne lit plus, alors comment amener l'art aux gens qui n'ont pas cette culture? Et c'est pour ça que les Russes ont inventé, en particulier, cet art d'affiche et des tableaux aussi. Il y a des très beaux, des très grands peintres. Il y a un peintre qui s'appelle Deneka, moi que j'ai découvert en Russie, qui peint des ouvriers, des filandières, mais c'est pas du tout des choses pompiers. Hein, c'est de très beaux tableaux, mais avec des sujets qui sont accessibles à tout le monde, qu'on peut comprendre. Est-ce que vous diriez que cette absence de repères culturels joue un rôle dans le boom actuel de ce qu'on appelle l'art contemporain? Quel jugement vous portez sur l'art contemporain? C'est déjà un boom pour l'impressionniste, hein, déjà. Oui, pourquoi l'impressionnisme plaît tellement? Parce que tout le monde a un coucher de soleil, une église au bord d'un fleuve, il n'y a pas besoin de culture pour ça, c'est immédiat, c'est une impression, justement. Et l'art contemporain, alors en plus, il y a un côté ludique, on met des choses dans la rue, c'est très bien d'ailleurs. Non, oui, ça participe, ça dépend un peu de ça aussi. C'est vrai que les musées, enfin, il y a quand même beaucoup de gens dans les musées, hein, mais l'autre jour, tout à l'heure, je suis allé revoir le Christ de Bronzino, qui est une merveille, qui est au musée de Nice, là, qu'on a redécouvert il y a 10 ans, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture italienne. C'est un Christ du XVIe siècle. Bronzino, c'est un maniériste. C'est un tableau tout à fait à part, très curieux. C'est un Christ en croix, mais il n'y a pas de sang, juste un filet de sang sous le pied. Et là aussi, pour bien comprendre le tableau, ça veut dire quelque chose. Ce filet de sang qui coule par terre, mais c'est un filet, ça relie le Christ aux humains. C'est un tableau symbolique, comme tous les tableaux à cette époque. Mais enfin, on peut le voir, il parle tout seul. Hein. C'est un tableau extraordinaire. Hein. Ça, vraiment, c'est un trésor que vous avez là à Nice. Bon, mais
c'est vrai que l'art contemporain, depuis les impressionnistes, disons, est un art beaucoup plus lisible pour tout le monde. Ça correspond à l'évolution de la société où les gens qui lisent, qui sont cultivés, se raréfient, évidemment. Mais vous le regrettez, ça, ou vous le comprenez? Ah ben, je comprends, je regrette. Oui, je regrette qu'on n'aille plus voir Poussin, ça c'est vrai. Mais ça correspond à une époque où les gens qui regardaient les tableaux étaient cultivés. Maintenant, c'était quand même une petite oligarchie quand même. Bon, aujourd'hui, tout le monde va au musée, et tout le monde n'est pas cultivé. Donc il faut bien trouver un moyen de rendre accessible l'art. Alors sur Poussin, il y a quand même un tableau qui reste très populaire, c'est les Bergers d'Acadie, puisque grâce à ce tableau, on trouve le trésor de Rennes-le-château. Ah bon, oui, c'est ça. Comme vous le savez sans doute. Hein, oui, il y a aussi le Narcisse qui est très beau. Narcisse, oui. Qui est très... C'est un jeune homme couché au bras. Là, il est immédiat. Et les Bergers d'Acadie, qui est très mystérieux comme tableau, mais ça parle. Ça parle, oui. Même oui. si on ne comprend pas de quoi il s'agit, on voit ces bergers qui lisent une inscription, une stèle. Mais la plupart des tableaux de Poussin sont difficiles de... Il faut les déchiffrer, quoi. Mais c'est passionnant de les déchiffrer, mais il faut faire un effort, il faut... Absolument. Donc on ne va pas dire la fin de l'histoire, il faut laisser un petit suspense. On va revenir un peu sur le cadre de votre livre. J'essaye de trouver un angle un peu différent de celui qu'on a trouvé. Ces deux garçons, qui sont au départ des idéalistes, qui sont plongés dans une situation difficile, puis qui sont déçus, est-ce que ça a un impact sur leur relation amoureuse? Non. Je crois, enfin, non, au contraire, ça les soude. Je veux dire, ils sont face au danger, parce qu'en 1932, justement, Staline change les lois, repénalise l'homosexualité. Et là, je reviens, il y a eu de nouveau 50 camps psychiatriques, et c'est Yeltsin qui, en 1993, a dépénalisé, et 20 ans après, Poutine a repénalisé. Vous voyez, la Russie, ça oscille de la liberté. La liberté est toujours de courte durée en Russie. Hein. Après, ça toque comme ça. Mais en 1932, donc, comme ils sentent, elle est là, la menace, et ça... Ils sont vraiment désemparés, quoi, désespérés. Sur leur conception de l'art, ils s'opposent aussi. Oui, dans des discussions. Ils discutent, oui. Ils discutent parce que on peut discuter. Il y a du pour et du contre, quoi, oui. En ce qui concerne donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'homosexualité, de l'évolution. On l'a déjà évoqué. Bon, en France. Je sais que vous avez été surpris par les mobilisations provoquées par le débat sur le mariage pour tous. Il y a eu des manifestations dans les rues regroupant énormément de personnes et on a un peu l'impression aujourd'hui, on en parlait il y a quelques instants ensemble avant de descendre, on a un peu l'impression que cette vague s'est calmée et que, enfin vous le pensez, que le problème n'existe plus ou presque plus. Écoutez, quand j'étais jeune, il y a un tel progrès qui s'est fait dans ce domaine de compréhension, d'ouverture, que c'est fabuleux. Les jeunes ne s'en rendent pas compte, mais il y a 50 ans, on était des parias, des proscrits. Vous l'avez très bien décrit dans vos livres. Hein. Oui, et aujourd'hui, il y a quand même... ça va, on est libre. Ceci dit, l'affaire du mariage pour tous, là, il y a 2 ans, quand ce n'était pas encore voté, a soulevé des vagues. Il y a eu un retour d'homophobie, moi, qui m'a surpris. Je pensais que c'était acquis, puisque le Pacs est approuvé par 80% des Français. Hein, parce que le Pacs avait suscité aussi des violentes, en 2000, des violentes querelles. C'était admis. Je me disais, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pareil, quoi. Non, il y a eu 2 France qui sont dressées, là, des défilés de part et d'autre. Mais à mon avis, c'est un peu artificiel. Je crois qu'aujourd'hui, les Français, je ne sais pas s'il y a des sondages, mais il y a déjà au moins 70% de Français. Oui, les sondages tendent à prouver que c'est accepté. Où ça se gâte un peu, c'est sur les problèmes d'adoption et de procréation assistée. Où là, il y a des différences. C'est pas le même. Hein. Non, c'est pas le même sujet. Non. L'adoption, ça va avec le mariage automatiquement. Et d'ailleurs, je dois dire que
moi, je connais beaucoup de couples homoparentaux qui sont de merveilleux parents. Parce que d'abord, ils ont voulu les enfants, ils ont adopté, ils les veulent, et en plus, ils ont un devoir d'exemplarité, parce qu'ils savent qu'ils sont attendus au tournant, et ils sont bien meilleurs parents, souvent, que ceux que les autres. C'est très... Enfin, on va voir, c'est trop tôt pour voir la suite. Enfin, alors, ça, je n'ai pas d'avis sur la procréation-assistée, c'est autre chose. Il faut voir les médecins, là, je ne sais pas très bien, là. Mais en tout cas, mariage et adoption, si c'est des gens... il vaut mieux avoir deux pères et deux mères qu'un père alcoolique et une mère adultère, enfin, comme c'est souvent le cas. Oui, peut-être. En ce qui concerne l'homosexualité dans le monde, bon, on voit que les principales réticences sont au niveau des religions monothéistes, qu'elles soient catholiques, juives ou musulmanes. Bon, l'homosexualité n'est absolument pas encore acceptée en terre d'islam. Moi qui vais souvent au Maroc, je peux vous dire que quand on parle à des Marocains, même de la bourgeoisie, des lois qui sont votées en France réprimant l'homophobie, etc., ça les fait parfois sourire. Donc c'est pas encore rentré. L'évolution est beaucoup plus lente, là. Ils sont tous homosexuels au Maroc. À quelques exceptions près, dont la mienne, ils sont... Non, mais je veux dire, c'est dans tout le bassin méditerranéen... Non, mais c'est pas parce que les hommes se tiennent par la main qu'ils sont homosexuels. Non, mais moi je connais bien le Maghreb, oui, je sais que... la Sicile, mais ça fait partie des religions. Il n'y a aucune religion monothéiste, les trois grandes religions, ne semblent accepter, malgré tout, l'homosexualité. Oui, sauf que maintenant, vous avez vu, le nouveau pape a fait une ouverture, et il a dit qu'il a témoigné sa... Je ne sais pas comment dire, c'est pas sa sympathie, mais enfin sa compréhension. Il a dit que... Et alors, il a été barré par le synode, parce qu'il y a encore une partie conservatrice dans l'Église, mais je pense que dans 3-4 ans, ce sera admis. C'est irrésistible. Il y a des choses comme le divorce, comme l'IVG, comme l'abolition de la peine de mort. C'est des progrès de société qui, au début, hérissent les gens un peu conformistes, et puis après, on trouve au fond que c'est beaucoup mieux, quoi. Oui, mais irrésistible peut-être dans notre monde occidental, mais on n'est qu'une partie de l'humanité. Et dans tout ce qui concerne l'Afrique noire, le monde arabo-musulman, et même en Inde, il y a quand même des résistances beaucoup plus fortes. En Iran, vous coupez la tête. Oui. Il y a des pays où on vous enterre vivant. Hein, c'est pas... Non, l'Europe occidentale, un peu les États-Unis, ce sont des îlots de liberté. Hein. Il y a encore... Oui. Et donc ça, est-ce que ça vous passionne de voir l'évolution de ça dans le monde? Parce que c'est comme un test sur l'ouverture d'esprit, la compréhension, la tolérance, l'intelligence de la réalité, quoi. On ne peut pas nier ce qui existe. Je veux dire, c'est l'homosexualité, mettons, il y a entre 5 et 10% partout, hein, dans tous les milieux, tous les pays, etc. C'est une modalité de nature qui ne gêne personne, je veux dire. S'il n'y a pas violence, et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi ça suscite tellement de... Si, à l'origine dans la Bible, parce qu'Israël était un petit peuple, il fallait se reproduire, donc il fallait que tout le monde soit géniteur. Alors il ne fallait pas... Mais c'est comme très lointain comme origine. Maintenant qu'il y a trop de gens sur la Terre, il faudrait recommander l'homosexualité, parce que il y a 7 milliards, il y en aura 15 milliards dans 20 ans. On va suffoquer sous les enfants. Et la France, qui est très nataliste, c'est effrayant. Vous arriverez peut-être à gagner, parce que quand on s'aperçoit, quand on étudie certaines sociétés, on s'aperçoit qu'en Afrique, que je ne dise pas de bêtises, en Afrique, bon, les hommes ont plusieurs femmes parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'enfants pour travailler, alors que dans les pays du Nord encore plus pauvres, ce sont les femmes qui ont plusieurs hommes, parce que de toute façon, ça ne donne qu'un enfant. Oui. Donc peut-être qu'au bout du compte, on y arrivera. Qu'est-ce qui, dans ce bouleversement du monde, des grandes idéologies dans lesquelles vous avez plongé quand même vos personnages, aujourd'hui, est-ce que le monde vous paraît un peu aseptisé, absent par manque d'idéologie? Est-ce qu'on est dans un univers, vous avez parlé de consommation, est-ce qu'on est dans un univers trop plat, trop... Apparemment, oui, mais
Je crois qu'on est en pleine mutation, hein, je crois. Je crois que les pays... je crois que dans 50 ans, ce sera la Chine et l'Inde qui vont gouverner le monde. Enfin, moi, je ne suis pas de politique. Oui. Non, mais on fait pas de politique. Mais enfin, je crois que l'Europe va diminuer d'importance. C'est vrai, quand on pense à l'Europe, qui vit bien, assiégée par des continents entiers qui sont dans la misère, ça ne peut pas durer éternellement. Il y a peut-être un débarquement un jour et on sera mangé là. Alors, on a évoqué ces deux régimes dans ce livre. Il y a des choses qui sont assez étonnantes. Quand on regarde les sondages en Russie, on s'aperçoit que Staline est à nouveau l'homme d'État russe le plus populaire, alors que les gens savent enfin tout ce qu'il a fait, hein, tous les millions de morts qui sont de sa responsabilité. Il reste malgré tout très populaire. Oui, Lénine d'abord. Lénine était pire que Staline. Hein. C'est lui qui a créé les camps. C'est lui qui a déclaré qu'il y avait 3 catégories qu'il fallait exterminer: les prêtres, les nobles et les intellectuels. Allez, hop. Et puis, on met tout sur Staline, mais c'est Lénine qui est le premier. Hein, fait ça. Et Staline, bien sûr. Mais vous voyez, je suis allé en Sibérie, dans l'océan Arctique, à Norilsk, qui était un grand goulag, parce qu'il y avait une montagne de nickel, là. Il y avait 300 000 forçats. Et le jour de la mort, je me suis fait raconter par les gens, le jour de la mort de Staline, en 1953, hein, en mars, je crois, les ouvriers, spontanément, enfin les ouvriers, les forçats, se sont cotisés pour envoyer une couronne aux obsèques. C'était le père des peuples. Au Parlement français aussi, presque. Hein. Oui. Non, mais d'abord, il avait gagné la guerre, hein, c'est important. Les Russes sont très patriotes, hein, beaucoup plus que les autres peuples. Donc, défendre la terre russe et la défendre contre l'invasion, très populaire. Et puis, vous savez, Staline disait, les Russes ont besoin de Dieu et du tsar. Je suis les deux à la fois. C'est exactement ça. Et Staline, au fond, n'a fait que reproduire ce que faisaient les tsars. Hein. Oui, l'évocation que je faisais du film Alexandre Nevsky illustre parfaitement ça. Le premier tsar connu, il s'appelait Ivan le Terrible, Grozny. Terrible parce qu'il coupait les têtes lui-même. Hein. Et puis Pierre le Grand a tué son propre fils. Il a fait mettre à mort. Il y a une tradition d'autocratie, de dictature qui n'est pas du tout, qui n'est pas née avec le communisme. Hein. Les Russes ont toujours été écrasés par un pouvoir totalitaire, toujours. Et donc Staline, il a quand même fait beaucoup pour le peuple en même temps. Parce qu'il a envoyé beaucoup de gens en prison, mais il a fait pour la culture, pour le sport, pour l'hygiène, la santé. Il n'y avait pas tout ça. Il a créé pas une sécurité sociale, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais enfin, les gens étaient soignés. Avant, ils mouraient de maladies. Il a fait l'accès au sport, des stades, il a fait tout ce que ces régimes font toujours pour être populaires. Et ça, on s'en souvient encore. De la même façon, vous avez dit que les Italiens n'avaient pas adhéré à l'idéologie mussolinienne véritablement, mais il n'y a pas, en Italie, même aujourd'hui encore, un rejet de Mussolini comme il pourrait y avoir un rejet à la française. Non, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? C'est la grande différence entre les Russes et les Italiens, d'après, c'est que les Russes sont des mystiques potentiels, ils croient à quelque chose. Les Italiens sont païens et sceptiques, donc ils rient. Païens et sceptiques, mais très, très catholiques aussi quand même. Non. Ah bon? Non, ils sont pas catholiques. Ils sont païens. Je vais vous dire, moi, ils sont catholiques comme les Borgia, quoi. Oui, voilà. Ouais. Moi, j'ai vécu à Naples, j'étais professeur à Naples, j'ai bien vu comment ça fonctionne. Dans une église, Dieu est absent. Le Christ, absent. Ce qui compte, c'est la Madonna, parce que c'est la Mamma, c'est la même chose, et surtout les saints. Alors, si vous passez un examen, la veille, vous allez voir Saint Antoine, je crois, et vous lui mettez des petits trucs, là. Si vous partez en voyage, c'est Saint Christophe. Si vous construisez une maison, c'est Saint Joseph. C'est exactement comme les divinités païennes. Il y avait Vénus pour ça, Apollon, Diane, machin. C'est du paganisme recyclé, quoi. Et ils ne sont pas du tout... il y a des croyants. Syncrétisme. Il y a forcément des croyants. Oui. Il y a les fétichistes aussi, quand le pape apparaît. C'est l'hystérie, mais je n'appelle pas ça une vraie foi, je veux dire. Il y a très peu, pas plus qu'en France.
Est-ce que vous comprenez la fascination qu'il y a au cinéma, d'ailleurs dans les séries historiques, etc., pour l'époque de la Renaissance italienne? Est-ce que c'est vraiment le grand moment culturel de l'Occident? Ah oui, donc il y a eu l'Antiquité, le Moyen-Âge, qui n'est pas du tout un culte, comme on dit. Hein. C'est une période très riche, très belle. Il y a voir les cathédrales, ça c'est très beau. Mais la Renaissance, à partir du XIVe siècle en Italie, il y a eu 14, 15, 16e. C'est quand même prodigieux ce qui s'est passé en Italie. Parce que vous savez que l'Italie détient à peu près le tiers du patrimoine mondial des œuvres d'art classiques. Et à Florence même, vous avez la moitié du patrimoine italien. Cette petite ville toute petite à l'époque, pas très grande aujourd'hui, il y a une concentration de chefs-d'œuvre absolus, des grands noms, enfin de Botticelli, Michel-Ange, Léonard, etc. Et en plus, des hommes, des grands esprits comme Machiavel, comme Galilée, tout ça, et qui ont non seulement ressuscité l'Antiquité, mais relancé, découvert l'art moderne, la perspective, enfin, tout, quoi. C'est prodigieux. En Russie, il n'y a pas eu cette période comparable. Ah, si, Oui. Pierre le Grand. Parce que jusqu'à Pierre le Grand, la seule peinture autorisée, c'était les icônes. Parce que l'Église avait le monopole de tout. Donc les icônes qui étaient toujours le même modèle, c'est un code fixe. Hérité de Constantinople. La sculpture était interdite, parce que trop proche du corps humain, donc profane. La musique, c'était la musique religieuse uniquement. Et Pierre le Grand a laïcisé tout ça. Et la peinture russe a démarré au XVIIIe siècle, au début. Il y a d'abord des portraits, puis des paysages, puis des grands peintres. La musique aussi. Le premier musicien, c'est Glinka, à 1830, alors encore plus tard. Et la littérature aussi. La littérature était uniquement la littérature sacrée avant. La littérature russe a commencé même au 19e, très tard, avec Pouchkine. Et d'un coup, elle a atteint les sommets. Mais Pierre le Grand, qui avait voyagé en France, en Hollande, il a compris qu'il fallait sortir la Russie de cette mainmise de l'Église qui, quand même, empêchait toute culture. Oui, ce côté asiatique aussi, le côté on est regardé vers l'Europe plutôt que regarder vers le Tatar. Oui. Parce que ça a été limité à la Russie, mais enfin, ça a été quand même un moment important, ça. Bien entendu, avec aussi la Grande Catherine et toutes les œuvres qui ont été ramenées à Leningrad, etc. Bien après. La Grande Catherine est formidable. Elle a créé l'Ermitage. Vous savez, elle aimait les tableaux. Il y avait très peu de tableaux en Russie parce qu'il n'y avait pas de peintre russe. Et elle a invité Diderot pour refaire la Constitution. Diderot est allé à Saint-Pétersbourg, la capitale, et elle lui a dit « Je vais faire un musée, alors achetez-moi les tableaux ». Et Diderot lui a dit « C'est formidable, il y a M. Crozat à Paris qui vend 20 Rembrandt, 15 Titien, 10 Poussin, 3 Raphaël. J'achète. » Ça, c'est formidable. Ça, les Russes sont formidables. Non seulement ils ont de l'argent, quand ils en ont, mais ils ont du goût. Hein, Et ça s'est reproduit à la fin du 19e. Et puis aujourd'hui, ils achètent aussi beaucoup. Non, mais à la fin du 19e, vous savez qu'à Paris, on méprisait les impressionnistes. Et Matisse et Picasso. Il y avait deux marchands, alors, Morozov et Chine, qui sont venus à Paris, qui ont raflé tout ce qu'on trouve à l'Ermitage aujourd'hui, et Matisse en particulier. Et Matisse est allé à Moscou, et c'est pour la maison de Morozov qu'il a peint la danse, avec la musique et la danse, et deux admirables panneaux. Et ces gens-là, les grands seigneurs russes avaient été mécènes et ils dépensaient pour les tableaux, pour la musique. Cette tradition revient un peu, je fais une boutade. C'est vrai qu'il y a à nouveau des Russes qui parcourent le monde et qui achètent un peu partout des œuvres magnifiques, avec les Chinois, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une nouvelle génération de collectionneurs. J'espère, parce que quand on connaît les nouveaux Russes, plutôt ils vont se faire bombance à Courchevel, mais enfin... Oui, ou faire du ski nautique sur la mer Rouge. Mais oui, bon. Mais enfin, bon, espérons qu'il y en aura qui... Mais c'est les Russes, quand ils ont de l'argent, ils sont fastueux. Hein, l'avarice, ça n'existe pas aussi. Les Italiens aussi. Les Italiens aussi. Les Italiens aussi. Enfin, ils sont moins riches aujourd'hui. Ils sont moins riches. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune homme qui ressemblerait étrangement, mais aujourd'hui, à vos héros, ça serait d'aller en Italie et en Russie pour se former le goût. Moi, j'aime ces deux pays. Je dirais d'aller en Italie pour tout ce qui est classique, enfin, tout le patrimoine, justement, la Renaissance et
et jusqu'à... oui, et puis je dirais en Russie pour voir ce que c'est qu'un pays animé encore par la soif de culture. Et ça, c'est rarissime, je crois, aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. J'ai vu qu'en Russie, c'est un héritage du communisme, hein, parce qu'ils avaient mis la culture. Est-ce que ça va durer? Parce qu'il y a une érosion quand même par la mode américaine, tout ça, forcément. À Moscou, par exemple, c'est envahi un peu par l'américanisme. Oui. Mais dès qu'on sort, c'est une province immense, dès qu'on va un peu en province, on se retrouve un siècle en retard. Et donc avec cette foi et cette passion. Bien, mais nous allons vous remercier de cette présentation. Si vous voulez ajouter quelque chose, ce sera avec... Non, mais je suis ravi de vous d'être revenu. Vous savez que je suis un fidèle... Un amoureux de Nice, quand même. Amoureux de Nice, fidèle du Cube, et où je reviens presque tous les ans maintenant, avec joie. Et aujourd'hui, ce matin, il faisait 0 à Paris, on grelottait. J'arrive à Nice, il faisait 18 degrés. Oui, mais parce que c'est normal, Nice est un pays méditerranéen. Oui, mais c'est quand même pas tellement le midi, c'est un pays béni des dieux, voilà. Mais vous auriez dû venir il y a 2 jours. Bien, mesdames, messieurs, nous allons remercier Dominique Fernandez de l'Académie française pour son dernier roman aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, Grasset. On a sauvé le monde, un livre, faut-il le rappeler, qui se lit avec différentes lectures, qui est une histoire d'amour, qui est une histoire d'espionnage, qui est une réflexion sur l'art et qui est vraiment absolument passionnant. Et Monsieur Fernandez est à vos dispositions pour la signature traditionnelle qui clôt ces tables rondes et ces exposés. Merci à tous.